De recevoir le président d'Arte, Bruno Patino. Donc évidemment, je vous demande de l'accueillir comme il se doit. Donc notre conférence d'aujourd'hui. La conférence d'aujourd'hui, elle traite évidemment de la question des médias, plus particulièrement de la responsabilité des médias vis-à-vis de la vérité qu'ils peuvent imposer dans la chaîne télévisée, vis-à-vis de la transparence, vis-à-vis de la lutte contre la désinformation. On va aussi parler de l'intelligence artificielle, un petit peu des réseaux sociaux. On a l'honneur aujourd'hui de recevoir Bruno Patino, qui est journaliste de formation, qui est diplômé de l'INSEC, qui est aujourd'hui président d'Arte depuis 2021, depuis janvier 2021, qui était aussi directeur éditorial d'Arte et qui a aussi été, avant d'être président d'Arte, le président d'Arte France. Donc, déjà, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, 5-10 minutes devant votre président? C'est pas succinct du tout, en 2 minutes. Merci d'abord, merci à tous d'être là. On s'assoit, on ne sait pas comment ça se passe. Je ne peux pas pouvoir rester debout tout le temps. Donc moi, comme vous l'avez dit, j'ai fait... ça fait maintenant de très nombreuses années que je travaille dans les médias. J'ai commencé comme correspondant du journal Le Monde, au Chili, il y a très longtemps. Ensuite, j'ai participé à l'aventure de la création d'un petit journal qui s'appelait Info Matin, qui a duré 2 ans, un journal quotidien, qui a déposé son bilan. Ensuite, j'ai fait de l'édition de livres, et puis je suis revenu au Monde. Et au Monde, je me suis occupé notamment à partir de l'année 99-2000 du développement du site internet du Monde, lemonde.fr. Et on va dire que depuis 1999-2000, j'ai dirigé des médias, surtout, si les gens m'ont fait confiance, c'est surtout pour les adapter à l'univers numérique. Et donc, j'ai travaillé au Monde jusqu'en 2008. Dans le groupe Le Monde, je présidais aussi un magazine qui s'appelle Télérama. Certains d'entre vous connaissent, j'imagine, par leurs parents, leurs grands-parents, ou vous-même, j'espère. Voilà. Ensuite, j'ai fait de la radio, j'ai dirigé France Culture. J'ai dirigé une chaîne de télé qui s'appelle France 5. Et maintenant, je dirige la chaîne de télé qui s'appelle Arte. Voilà, toujours avec cette idée de travailler dans des médias qui sont des médias, certains diraient culturels, un peu intellectuels, en tout cas, qui ont, on va dire, un certain positionnement dans la société française et dans l'univers des médias. Par ailleurs, j'ai fait un certain nombre de missions officielles. Et la dernière, c'était les États généraux de l'information que j'ai dirigé j'ai présidé le comité de pilotage pendant 1 an. Et puis voilà, j'ai écrit un certain nombre de livres aussi. Celui qui a le plus marché s'appelle La civilisation du poisson rouge, qui date de 2018, je crois, où je parlais déjà de la dépendance au téléphone portable ou autre. Mais le premier livre que j'ai écrit sur le numérique, ça s'appelait Une presse sans Gutenberg, et c'était c'était en 2004. Voilà. Et sinon, je me suis occupé de l'école de journalisme de Sciences Po pendant 14 ans. Et j'enseigne encore là-bas. Voilà, en quelques mots. Donc mon métier, c'est ça, c'est les médias. Les médias, et j'imagine qu'on aura beaucoup de questions là-dessus. Les médias, leur rôle dans nos vies, le rôle dans une société ou dans un pays donné, à quoi ça sert, comment on y travaille, qu'est-ce qu'on y fait, et quel est, je pense, quels sont les défis auxquels ils sont confrontés et quelles sont les responsabilités qui sont les leurs. Voilà en quelques mots. Ça va ? Merci. C'est ça. Vous connaissez très bien les médias. Aujourd'hui, on passe quand même à une... Un petit peu plus fort.
temps, s'il vous plaît. On a un problème de micro. Voilà. Donc on va essayer de tenir. Aujourd'hui, les fake news occupent une place de plus en plus importante. Et donc, vous qui connaissez quand même très bien les médias, comment, selon vous, quel rôle, selon vous, les médias doivent-ils jouer dans une démocratie où les fake news sont de plus importants, et donc où on a du mal, des fois, à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux? C'est une question vertigineuse et j'essaie de ne pas y répondre en 2 heures. On n'a pas 2 heures. Mais je vais répondre à votre question en posant d'abord une question ici à l'ensemble des personnes. Qui d'entre vous pense que les médias sont dignes de confiance? Qui ne fait confiance à aucun média? Qui fait confiance à un nombre très limité de médias? Très limité. En fait, la question de la confiance, c'est une question centrale et on va en parler là. Mais il faut bien comprendre, dans le média, il y a intermédiaire. Un média, au départ, c'est un intermédiaire. Et a priori, c'est un intermédiaire entre, on va dire, quelque chose qui peut être un contenu, un message, une information et un public. Et donc, il faut bien voir que le média, comme intermédiaire, il organise d'une certaine façon ce qu'on appelle l'espace public, en tout cas une partie de l'espace public, parce que c'est l'intermédiaire entre un événement et vous, et le transforme en information, ou un film, un contenu, etc. et vous. C'est très important de comprendre ça, parce que dans un ère, on va dire, très médiatique, vous avez même des gens qui pensent, moi je le pense aussi, que dans cette ère-là, les événements n'existent pas vraiment en termes d'information. Il se passe des choses, mais on n'en a pas la connaissance parce qu'on n'a pas l'intermédiaire qui nous permet de le connaître. L'Amérique a été découverte, moi je cite souvent cet exemple-là, l'Amérique a été découverte en 986 après Jésus-Christ par des Vikings. Les historiens le savent, aucun de nous ne le sait. Et surtout, cette découverte-là n'implique rien dans l'organisation du monde à l'époque. En 1492, vous le savez, Christophe Colomb découvre, je mets des guillemets parce que les gens n'ont pas besoin d'être découverts, mais en tout cas, il découvre l'Amérique, fermez les guillemets, en 1492, et ça va tout changer. Et ce qui s'est passé entre 1492 et 986, c'est qu'en 1455, quelqu'un qui s'appelle Gutenberg a inventé l'imprimerie mécanique, et donc la capacité d'éditer des livres en grande quantité. Avant, il faut 18 mois pour faire une Bible, par des ateliers copistes. 2, 3, 4 ans après l'invention de l'imprimerie, vous avez déjà une dizaine de millions de livres en circulation en Europe. Et donc, comme les livres, donc premiers médias, comme on peut le dire, premiers intermédiaires commencent à se créer, alors là, les événements ou ce qui se passe commence à devenir une information, c'est-à-dire commence à toucher une collectivité qui le reçoit comme tel. Alors évidemment, je ne vais pas faire toute l'histoire des médias à l'espace, mais vous voyez bien qu'il faut, pour qu'on soit informé à un moment donné, ou qu'on soit cultivé par un contenu, ou diverti par un contenu, il vous faut un intermédiaire. Ce qui se passe jusqu'à la révolution numérique, c'est que les intermédiaires sont, peu nombreux, et en clair, ils contrôlent une certaine forme de tamis ou d'entonnoir. Et donc, en réalité, il se passe plein de choses, il y a plein de contenus possibles, vous avez le public de l'autre côté, vous avez un nombre très réduit d'intermédiaires. Très réduit d'intermédiaires parce que quand vous avez un journal à l'époque, il faut avoir la capacité de le faire fabriquer, de le distribuer. Donc il y a ce qu'on appelle, on vous l'enseigne ici dans cette école, une barrière à l'entrée extrêmement forte au fait de pouvoir fabriquer et distribuer un journal, ça coûte très cher. Il faut en avoir les capacités financières. Donc le nombre de personnes capables de le faire, c'est très réduit. Et si vous voulez avoir une télé ou une radio, il faut une fréquence, et la barrière à l'entrée, elle est encore plus grande, parce que le nombre de fréquences est encore plus réduit. Vous pouvez être très riche, mais n'empêche que les fréquences, dans les amplitudes d'onde, c'est en système très réduit. Alors, dans certains pays, les fréquences sont perçues comme des biens publics,
Et donc à un moment donné, l'État, notamment en Europe, va décider de passer soit d'avoir le monopole de l'exploitation de ces biens publics, et donc c'est l'audiovisuel public monopoliste tel qu'on le connaît après la Seconde Guerre mondiale, ou d'avoir des conventions avec des acteurs privés en nombre réduit. Et donc en clair, quand vous allez voir que je réponds à votre question, quand vous avez, mais ça prend du temps, quand vous avez à un moment donné un nombre réduit d'intermédiaires, ces intermédiaires bénéficient de deux choses qui existent en théorie journalistique ou en théorie médiatique. La première chose, c'est ce qu'on appelle le gatekeeping, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont garde-barrière, comme on traduit ça bizarrement en français, c'est-à-dire que ces intermédiaires décident à un moment ou à un autre de ce qu'ils font, j'allais dire, transiter dans leur journal, leur radio ou leur télévision. D'accord ? Donc ils ont ce qu'on appelle du gatekeeping. Et par ailleurs, en termes d'information, la deuxième théorie qui vient avec ces intermédiaires, c'est qu'ils font ce qu'on appelle l'agenda setting, c'est-à-dire qu'ils vont à un moment donné, ils ont cette capacité ou ce pouvoir parce qu'ils sont en nombre très restreint, de déterminer quels sont les sujets qu'ils vont mettre en avant. D'accord ? Il y a un sociologue français qui s'appelle Gabriel Tarde, qui au XIXe siècle a dit « Les médias ou les journaux ne sont pas du tout là pour dire aux gens ce qu'il faut penser, mais ils sont là pour dire aux gens sur quel sujet il faut penser. » Et donc la façon dont on structure à l'époque l'espace informationnel, on va dire l'espace public, c'est pas de dire les journaux décident que vous devez penser ça ou devez penser ça, mais les journaux vous disent voilà les sujets importants du jour, et après les opinions différentes peuvent s'exprimer sur les sujets les plus importants. Mais vous comprenez bien qu'on est dans un moment, avant le numérique, où le nombre d'acteurs qui sont capables d'être intermédiaires est très limité. Et surtout où vous, moi, comme public, nous n'avons aucun rôle dans, si ce n'est de récepteurs. Il y a les émetteurs, on est nous des récepteurs, il y a les intermédiaires, et le récepteur, il dit oui, il dit non, il achète pas, il regarde pas, il écoute pas, mais il n'a aucun autre rôle que ça. Okay. Donc on est dans cette pratique-là. Et donc à un moment ou à un autre, ce qui va être central, si on parle d'information, puisque vous avez parlé de fake news, c'est évidemment de faire en sorte que l'intermédiaire ne vous manipule pas ou ne soit pas un intermédiaire de désinformation ou autre. Mais on sait très bien ce qui se passe. Je caricature beaucoup, mais dans ces intermédiaires d'information, à un moment donné, on va voir si dans le modèle économique de cet outil d'information, vous devez avoir confiance en lui ou pas. A priori, si vous avez confiance en lui, vous allez plutôt l'acheter. Si vous n'avez pas confiance en lui, vous allez plutôt ne pas l'acheter. Donc, on arrive à un moment donné à une organisation de l'espace médiatique où, en gros, de façon non automatique, et ça serait très long de rentrer dans le détail, en tout cas dans les pays démocratiques dans lesquels il y a un pluralisme, c'est-à-dire une pluralité d'acteurs, vous n'avez pas qu'un seul journal, la Pravda, ou qu'un seul journal, Grandma, ou qu'un seul journal, etc. dans le pays, comme ça dans les dictatures militaires, pour être digne de confiance, donc pour être choisi, vous allez essayer de développer une certaine déontologie journalistique en disant, voilà, moi je transmets des informations. Qu'est-ce qu'on appelle une information? Une information, ça a une définition tout à fait précise. C'est c'est un récit sur le réel qui doit obéir à 3 conditions. La première, il doit être vérifié. Donc il y a une action humaine à un moment donné, je vérifie si ça a eu lieu. La deuxième condition, en plus de la vérification, c'est que la personne ou l'institution qui l'a vérifié doit être, entre guillemets, indépendante, c'est-à-dire désintéressée, donc ne doit pas avoir un intérêt financier ou politique direct au fait de publier cette information. Et la troisième chose, c'est que, donc ça c'est, il doit engager sa responsabilité. Donc si on prend les mots anglais, c'est Verified, Independent, Accountable. Donc VIA,
qui sont les 3 lettres, en théorie, d'une information vérifiée. Ensuite, vous arrivez avec l'univers numérique, et l'univers numérique, on va en reparler après, il va bouleverser plein de choses. D'abord, c'est que le schéma, comment dire, linéaire, dont on a parlé, un émetteur, des intermédiaires et récepteurs, il va devenir circulaire. C'est-à-dire que le public il va pouvoir réagir. Alors au tout début de l'Internet, vous n'étiez pas né, moi je travaillais déjà dedans, ça s'appelait les forums. Les forums, ça existe encore chez les bricoleurs ou ailleurs, enfin le schéma est devenu maintenant un peu moins, si ça existe encore les forums. À l'époque c'était les forums santé, Doctissimo, les forums, mais il y a les forums surtout. Aujourd'hui évidemment c'est plus comme ça qu'on réagit, mais au départ l'audience elle est capable de réagir. Et puis après l'audience elle est capable de rentrer dans la circulation de l'information en étant capable de faire 3 choses. La première c'est d'accélérer une information quand vous la partagez, share. La deuxième, c'est de l'éditer. Je la partage en la modifiant, en la commentant, en y rajoutant quelque chose. Et la troisième, c'est de la produire, tout simplement. Je produis un message, je produis un témoignage, je produis une opinion, voire même je produis une information. En tout cas, je prétends produire une information et j'y vais. Et donc, tout d'un coup, les intermédiaires ne sont plus des intermédiaires, mais sont des points dans un cercle. Et 2, le nombre d'acteurs est infini, il n'y a plus de barrière à l'entrée. Vous pouvez tous, ici individuellement, amplifier un message, lui faire prendre de la vitesse, le produire, l'éditer, etc. D'accord? Et donc à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est qu'évidemment, comme vous n'avez plus du tout de filtre, plus du tout de barrière à l'entrée, eh bien, toutes sortes d'acteurs peuvent rentrer dans cette logique-là. Donc quand on parle de fake news, il faut faire attention parce que, en fait, derrière les fake news, il y a souvent 3 trucs qui sont complètement différents. Et pardon, je serai beaucoup plus court après, hein, mais comme ça, ça me permet de poser un peu quelques bases, si ça vous intéresse. Il y a 3 choses qui sont complètement différentes. Il y a d'abord, évidemment, ce dont on parle en ce moment, c'est le message qui est fait de façon volontaire pour vous faire croire un truc qui n'existe pas. Les extraterrestres sont arrivés ici, ont envahi Grenoble hier, je les ai vus, je poste des photos qui sont fausses, etc. etc. Ça, c'est les fake news. Ça peut émaner à la fois de gens qui ont un intérêt direct à ça, qui ont envie de vous faire croire que les extraterrestres sont arrivés hier à Grenoble, etc., pour vous faire peur, vous faire prendre les armes, vous faire voter d'une certaine façon ou d'une autre, d'accord. Ça peut aussi être produit par des gens qui n'ont pas un intérêt immédiat à vous faire croire que les extraterrestres sont là, mais ont intérêt à mettre un certain désordre dans le rapport de confiance que vous avez au monde réel. D'accord? Donc, il y a des puissances étrangères qui le font, il y a des organes politiques qui le font, il y a des groupes qui le font. Voilà. Ça, c'est les fake news. Ça existe, donc comme vous n'avez pas de barrière à l'entrée, vous avez aujourd'hui des puissances étrangères, des groupuscules, etc. Mais vous avez aussi le deuxième point, c'est là ce qu'on appelle mésinformation, c'est-à-dire quelqu'un qui va poster une nouvelle qui est fausse en pensant qu'elle est vraie. Quelqu'un m'a dit les extraterrestres ont envahi Grenoble, et puis à un moment donné, moi, je fais confiance en cette personne, et donc je vais le poster. Et comme vous me faites confiance, vous allez y croire, vous n'allez pas y croire. D'accord ? Et puis il y a le troisième point, et c'est là où ça devient très... J'ai bientôt fini ma réponse. Il y a le troisième point. Le troisième point, c'est le truc que vous allez prendre au sérieux alors que ça n'est pas au sérieux. C'est-à-dire que ce qui est très important à comprendre dans un réseau social, c'est qu'un réseau social, c'est un endroit qui n'a pas de contexte. Quand, à l'âge que j'ai, on me demandait, quand j'avais votre âge, ce qu'est une information, je savais répondre très facilement. Parce que je répondais par le contexte. Donc l'information, c'est ce que je lis dans le journal, c'est ce que je vois à la télé, au journal télévisé, ou ce que j'écoute à la radio le matin. Ça, c'était la réponse que je faisais. Donc je ne définissais pas une information. Mais je répondais par le contexte, et un contexte qui disait, attention, quand tu es chez moi, tu peux avoir confiance, c'est de l'information. Après, il y avait sans doute des gens qui disent qu'il ne fallait pas que j'ai confiance ou pas, mais voilà. Aujourd'hui,
je ne peux pas le dire, l'information, c'est ce que je regarde, c'est ce que je vois sur X, hein, c'est ce que je lis sur Facebook. Il y a tous les types de messages. Et donc, en réalité, la problématique qui existe aujourd'hui, c'est que c'est à nous, individus, d'essayer de déterminer ce qu'est une information et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que je ne peux pas répondre par le contexte. Il y a une loi dans l'univers numérique, qui n'est pas une loi évidemment, mais qui est juste ce qu'on appelle les lois numériques, c'est-à-dire les petites règles. C'est ce qu'on appelle la loi de Poe, du nom de Nathan Poe. C'est qu'on ne connaît jamais la nature vraiment du message qu'on voit quand on est en ligne. C'est-à-dire que vous pouvez prendre au sérieux une blague, ou vous pouvez, au contraire, penser que quelque chose qui est sérieux est une blague. Ou vous pouvez mal comprendre quelque chose parce que vous n'en maîtrisez pas le contexte. Un échange, moi, qui m'a toujours fait rire, mais qui montre ce que c'est qu'à un moment donné, quand on est sur Internet ou sur un réseau social, ce qui peut être la mauvaise compréhension du contexte, c'est un échange Twitter, c'était avant qu'Elon Musk rachète Twitter. Un jour, on voit quelqu'un qui tweet ce message qui dit « Vraiment, Jésus, on demande à quoi il sert ». Et il y a une réponse immédiate d'une politique française, Christine Boutin, qui lui dit « Pauvre imbécile, Jésus est venu nous sauver ». Et le gars lui répond « Je parlais du joueur de football ». Parce qu'il y a un joueur de football, je sais plus si c'est à Manchester, ou enfin ceux qui aiment la ligue anglaise diront, qui s'appelle Jésus. Donc le gars regardait juste un match de foot, il trouvait que ce joueur-là n'était pas à sa meilleure forme, dans sa meilleure forme ce jour-là, et donc il fait un commentaire de foot habituel. On se demande vraiment à quoi il sert aujourd'hui, ce qu'on a tous fait face à un joueur ou une joueuse qui n'était pas en forme le jour. Mais comme on ne comprend pas le contexte de la conversation, on prend le message pour ce qu'il n'est pas. Tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est que le point central en réalité dans les fake news, la désinformation, etc., il est double. Et si un jour vous travaillez dans les médias, si vous êtes journaliste, si vous êtes éditeur de médias, si vous êtes producteur, vous serez confronté à cette double question que je vous dis aujourd'hui. Le premier, c'est que tout ça, cette absence de contexte, la mésinformation, la désinformation, l'équiproquo, fait qu'à un moment donné, nous avons de moins en moins confiance, nous ne savons pas en qui ou en quoi avoir confiance. Et en réalité, les vrais objectifs des campagnes réelles de désinformation qui peuvent être faites par des officines étrangères, elles ne visent pas à vous faire croire que la Terre est plate, ou elles ne vous visent pas à vous faire croire que telle ou telle chose est arrivée, elles visent à saper toute la confiance dans nos sociétés. Parce qu'à partir du moment où vous ne faites plus confiance en personne ni en aucun média, en réalité, vous vous apercevrez vite que la base d'un régime démocratique, c'est la confiance. Vous faites confiance dans la personne pour qui vous votez. Vous faites confiance à l'institution qui est chargée de vous protéger. Vous faites confiance à l'institution qui est chargée de vous soigner. Vous faites confiance à l'institution professionnelle, etc. Et que quand vous développez la méfiance généralisée, évidemment, il n'y a plus d'entente démocratique possible. Et donc le vrai but aujourd'hui des campagnes de désinformation, c'est de saper la confiance pour que vous n'ayez plus confiance en personne et en quoi que ce soit. A l'inverse, l'objectif de tout média aujourd'hui, c'est de dire, ou c'est de se dire, je sais que tu ne me fais pas confiance a priori. Alors qu'avant, comme on était peu nombreux, tu me faisais plutôt confiance a priori. Maintenant, si moi je suis un média, je travaille chez Arte aujourd'hui ou ailleurs, je sais qu'il faut que, à toi le public et l'audience, je puisse à tout moment, te démontrer que je suis digne de ta confiance. Et donc ça renverse totalement la charge de la preuve de la confiance. C'est-à-dire qu'il faut que vous commenciez à être transparent sur vos méthodes, être en capacité de répondre aux interrogations de votre public, qui va vous dire comment tu as travaillé, pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Montre-moi que je peux avoir confiance en toi, parce que finalement, a priori, je ne te fais pas confiance. Donc ça, c'est la première chose. Et comme vous le voyez, c'est un débat qui va bien plus au-delà que le simple rapport aux médias. En général,
il y a une corrélation entre la confiance envers les médias et la confiance envers les institutions. Le deuxième point, donc, premier point, la confiance. Le deuxième point, je l'ai dit, c'est le contexte. Il faut que vous sachiez aujourd'hui que si vous produisez quelque chose, vous le savez quand vous postez vos vidéos, alors après je ne sais pas, sur TikTok ou ailleurs, je vais avoir la complètement regardée, il ne faut pas que je dise des choses comme ça. Pardon? Ça va TikTok ou pas? Non, c'est bien que Facebook c'est un truc de retraité maintenant aujourd'hui, donc je ne vais pas dire ça comme ça, mais quand vous... On est d'accord. Non mais, dire toujours, attention, attention. Il faut que je rappelle toujours le contexte dans lequel je le fais. Donc si vous regardez bien dans la façon dont on refait les récits aujourd'hui, dont on les positionne, dont on redit les choses, il faut que vous rappeliez en permanence quel est le contexte du message que vous donnez. C'est-à-dire le deuxième degré, le troisième degré, le quatrième degré. Il faut faire très attention. Il faut rappeler la base du message ou la base de ce que vous dites aujourd'hui pour dire voilà le contexte dans lequel tu me regardes parce que je sais bien que je ne suis plus maître de mon contexte. Moi, le premier article que j'ai fait pour Le Monde, il a juste été imprimé dans le journal. Donc je savais qu'il allait être lu par des gens qui lisaient le journal en disant je vais lire un truc d'information. Aujourd'hui, les gens qui travaillent au Monde, ils ont certes leur article qui va être publié dans le journal, sur le site internet, le contexte est encore là, mais qui va être partagé sur les réseaux sociaux, partagé nulle part, peut-être copié-collé à un moment donné, scrollé, remis en exergue, commenté, recommandé dans une conversation ou autre, et donc il faut toujours avoir ça en tête. Donc aujourd'hui, pour vous répondre, les fake news, ce n'est pas seulement une généralisation des messages de manipulation qui ont toujours existé, des mensonges avérés qui ont toujours existé, de la propagande qui a toujours existé. C'est pas seulement une prolifération quantitative de tout ça, parce que tout le monde peut publier, tout le monde regarder, etc. C'est aussi, en dehors de cette prolifération quantitative, cette propagation plus grande aujourd'hui du fait du contexte, de l'absence de contexte, et on va dire de la fragilisation de la confiance générale. Donc, grosso modo, c'est ça qui nous arrive. Bon, la réponse en 22 minutes, la prochaine, elle sera très courte. Pardon. Justement, il y a un autre enjeu des médias, une autre problématique, qui est celle de la neutralité. Alors, est-ce que les médias aujourd'hui peuvent encore... Est-ce que c'est possible pour eux d'être neutres? On voit en ce moment, c'est pas le cas, on va dire. Surtout certaines chaînes, c'est pas trop le cas. Oui, pardon. Et on voit justement, est-ce que c'est souhaitable d'être neutre pour un média aujourd'hui en France? Mais on l'a vu avec certains médias qui tentent justement d'être le plus neutre possible, comme par exemple, là je pense à Esprit Critique, notamment, qui est un petit média qui justement tente d'être le plus neutre possible en relayant des informations le plus vraies possible. Alors est-ce que c'est souhaitable pour un média, par exemple tel que Arte, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est encore possible pour un média en France? Alors, pareil, je vais répondre par une question. Et moi, c'est pas la même question que vous posez. On va On a deux préciser, dans madame. votre question. Mais moi, je vais répondre par une question aussi. Qui d'entre vous, individuellement, qui d'entre vous pense être neutre? Qui se dit, moi, finalement, par rapport à ce qui se passe, je suis neutre? Qui pense qu'il pourrait être neutre? Donc on pourrait partir du principe que ici, j'ai plusieurs dizaines d'êtres humains. Aucun être humain ne m'a dit je suis neutre. Et aucun être humain m'a dit je crois que je pourrais être neutre si je le voulais. Je pourrais vous répondre à partir de moment, c'est l'information, les médias et tout ça, c'est fait par des êtres humains. Donc, a priori, si plusieurs dizaines d'êtres humains ici me disent c'est pas possible d'être neutre, ça ne veut rien dire, pourquoi voulez-vous qu'à un moment donné des êtres humains en collectivité qui s'appellent des rédactions soient à leur tour neutres?
vous avez, et je vais quand même répondre à vos deux questions, moi je n'ai jamais cru que la neutralité était humaine. Je ne sais pas ce que c'est d'être neutre. Et vous pourriez même dire que un des auteurs qu'on étudie dans les universités sur le journalisme, qui s'appelle Walter Lippmann, alors c'est des vieux livres, hein, c'est un livre de 1922, qui s'appelle Public Opinion. C'est un livre central. Et Walter Lippmann, il parle des rédactions, à l'époque de journaux, parce qu'à l'époque, les radios ne font même pas encore d'information. Et il dit, bah, c'est très simple, toutes les rédactions ont leur, alors il prend le mot anglais, et il ne faut pas mal le traduire en français, leur stéréotype. Ce qu'on pourrait dire par leur grille de lecture du monde. D'accord ? Et un collectif d'individus, hommes, femmes, qui sont ensemble, et lui, ce qu'il dit, c'est qu'à un moment donné, chacun amène sa propre grille de lecture, qui résulte de son expérience propre, de sa vie propre, de sa sensibilité propre, mais dans un collectif qui s'appelle la rédaction, finalement, à un moment donné, ben, les rédactions, elles ont leur grille de lecture propre, collective. D'accord ? Et bien sûr que une rédaction ou un média a sa propre grille de lecture. Certains vous diront ses valeurs, ses sensibilités. Comme vous tous, vous avez vos valeurs, vos sensibilités, ce qui ne veut pas dire que vous êtes monocolore. Mais voilà. Non, la question pour moi, c'est l'honnêteté. Ce qui n'est pas du tout pareil. La neutralité, je ne sais pas ce que ça veut dire. L'honnêteté, en termes journalistiques, je sais très bien ce que ça veut dire. L'honnêteté journalistique, ça veut dire trois choses. Ça veut dire la première, vous ne mentez jamais sur un fait. Un fait a eu lieu ou n'a pas eu lieu. La deuxième chose, c'est que vous n'occultez pas un fait, même quand il est contraire à votre propre sensibilité. Donc, moi, il se trouve, si vous regardez, voilà, il y a, même dans des affaires dramatiques, si vous prenez ce qu'a fait un journal comme La Croix, qui est un journal catholique, ils ont couvert de façon assez remarquable les violences sexuelles, cas de pédophilie dans l'Église. Et pourtant, j'imagine que ça a heurté une partie de leur sensibilité, évidemment. Mais on n'occulte pas un fait qui peut, à un moment donné, être contraire à votre propre grille de lecture ou votre propre sensibilité. Et le troisième point qui est en discussion en ce moment, mais qui je pense est de plus en plus important, comme diraient les psychanalystes, on dit où on parle. Alors ça, c'est une question beaucoup plus récente. Même si elle a toujours en réalité existé, quand moi j'étais, mais même encore aujourd'hui, vous savez bien que quand vous achetez Libération ou vous achetez Le Figaro, vous n'achetez pas la même grille de lecture du monde. Si vous êtes abonné à Mediapart ou à l'Opinion, a priori, vous n'avez pas la même grille de lecture de ce qui se passe. Mais, en théorie, et en pratique j'espère, vous faites appel à deux organes qui disent « mais nous, la réalité factuelle, elle s'impose à nous ». Et la réalité factuelle, c'est ce qu'il y a au bout du le plus important dans ce qu'on pourrait appeler l'honnêteté journalistique. Et donc la neutralité, elle donne une vision. C'est le cinéaste Jean-Luc Godard qui disait la neutralité, c'est 5 minutes pour Hitler, 5 minutes pour les Juifs. C'est ce que les Américains appellent le both-sidism, c'est-à-dire je suis neutre, donc il y a un mec qui dit blanc, il y a un mec qui dit noir, ben voilà, je leur laisse 3 minutes de temps de parole à chacun et j'ai été neutre. Et ça, c'est pas votre métier. Ça, c'est pas un média. C'est pas ça un média. Un média, c'est son honnêteté déontologique, comme je vous l'ai dit, et donc au total, à mon avis, et c'est un débat qui a lieu dans beaucoup de rédactions aujourd'hui, dire où on parle. Nous, à Arte, on ne s'est jamais caché. Oui, on est franco-allemand à tendance européenne. Donc, nous, oui, je pense que le projet européen, dans son idée ou dans son utopie, ça fait plutôt partie de notre grille de lecture. Il n'en reste pas moins que vous avez eu un documentaire il y a quelques mois sur Arte sur la corruption au Parlement européen.
Voilà. Donc je pense que l'honnêteté est préférable à la neutralité, et que donc le troisième point, c'est qu'il faut toujours dire d'où on part. Parce que ça fait partie de l'honnêteté. Quand vous avez aujourd'hui, par exemple, et on en revient à la confiance, pour que les gens vous fassent confiance. Parce que aucun d'entre vous n'a dit être neutre. Donc vous vous doutez bien que les gens qui travaillent professionnellement ne sont pas plus neutres que vous ne l'êtes. Donc en réalité, l'honnêteté d'un média, pour être digne de confiance, c'est de dire d'où on parle. Une chose qui a été faite par le New York Times il y a maintenant plusieurs mois, c'est que dans leur grand reportage, vous pouvez aujourd'hui cliquer sur le portrait du journaliste et on vous dit, bah voilà, le journaliste a fait ça dans sa vie, ou la journaliste a fait ça dans sa vie, il a couvert tel ou tel type de sujet, elle est plutôt sensible à cela, et elle a plutôt ça comme vision du monde. Du coup, vous l'avez déjà un peu évoqué, mais aujourd'hui, la population se méfie quand même de plus en plus des médias et se sent parfois même manipulée ou mal informée. Donc comment regagner la confiance d'un public qui se sent manipulé? Ou vous qui avez dirigé plusieurs médias, vous arrivez à redonner confiance au public Si j'avais la réponse en 10 secondes, on aurait publié un manuel et on l'aurait vendu à tous les médias de la Terre et on serait très riche parce que c'est la question centrale. C'est la très bonne question. Et si j'ose dire, la seule réponse qu'on a, c'est on essaye de le faire. Après, je peux aller un peu plus loin quand même, en disant que c'est une quête, vraiment, qui doit être permanente sur comment montrer qu'on est digne de confiance. Mais dans un moment compliqué. Pourquoi il est compliqué? Parce que on a tous l'impression, déjà, avant de parler des manipulations, parce que moi je pense que pour être manipulé, si j'ose dire, il faut être deux. Il faut qu'il y ait un manipulateur, et quelque part, il faut qu'on ait aussi, nous, quelque part, même de façon inconsciente, je dis nous tous, hein, moi aussi le premier, hein, nous tous, de façon inconsciente, un peu, peut-être pas le désir, mais qu'on puisse être sensible à la manipulation. Et je crois effectivement qu'on est dans un moment, parce que finalement, on a l'impression que, non pas on sait tout sur tout, mais plus rien ne se passe sans qu'on le sache d'une certaine façon. On a l'impression profonde que les choses nous échappent. Et quand on a l'impression profonde que les choses nous échappent, on aime bien, nous, êtres humains, avoir des explications simples sur les trucs qui nous échappent. Et donc, quelque part, on le sait très bien, de la même façon que avoir peur des fantômes, c'est très rassurant parce qu'en réalité, ça nous conforte sur le fait qu'il y aurait une vie après la mort. De la même façon, d'une certaine façon, se dire que quelque part il y a des complots, il y a des gens qui tirent des ficelles, on se dit, bah, ok, s'il y a un complot quelque part ou si on nous manipule, c'est qu'il y a un manipulateur ou une manipulatrice, et c'est que donc, moi qui ai l'impression de ne plus rien contrôler, il y a quand même des gens qui contrôlent. Donc, d'une certaine façon, c'est un peu rassurant. C'est un peu rassurant de penser qu'à un moment donné, toute chose a un seul facteur explicatif. Que tout nous arrive parce que, quelque part, il y a des gens qui ont décidé. Ou qui nous manipulent. Et donc, oui, on est dans un moment où on est, je crois, en très grande incertitude. Beaucoup de choses nous échappent. Elles nous échappent d'autant plus qu'on a l'impression de tout savoir sur tout le moment à toute vitesse. Et donc, d'une certaine façon, on est peut-être plus sensible qu'avant aux explications complotistes, manipulatrices ou d'autres qui peuvent nous arriver, en plus qu'elles sont relayées, viralisées, etc., entièrement par les réseaux, puisqu'on a vu qu'il n'y a plus d'intermédiaires et plus de gatekeepers. Et donc, si vous voulez, à un moment donné, comment inverser la tendance, si j'ose dire, c'est peut-être qu'à un moment donné, on se dise, plutôt, essayons de rétablir une forme de confiance.
on tâtonne tous. Moi, je crois, en tout cas dans le média dans lequel je travaille avec Arte, on se dit quand même, rappeler en permanence la complexité des choses, c'est une façon d'échapper au complot. Voilà, donc, essayer d'expliquer longuement, de façon factuelle, la complexité des choses, que c'est complexe, etc. Montrer qu'on est digne de confiance, montrer qu'on peut se tromper de temps en temps, qu'on essaye, etc. De façon un peu... c'est essayer de faire en sorte que les gens aient un peu plus confiance en vous, parce que ce qui est tout à fait étonnant dans le complotisme, c'est qu'en réalité, ce qui est un peu vertigineux dans l'époque qu'on vit aujourd'hui, encore une fois, c'est que on a l'impression, si vous voulez, que la réaction émotionnelle, souvent, l'emporte sur notre propre réaction rationnelle. C'est-à-dire que, justement, parce que je crois que le complot, soit ça provoque de l'émotion, soit ça rassure d'une certaine façon, et ça nous évite un peu, à un moment donné, de se dire, bon, la situation est extrêmement complexe, essayons de la comprendre. Donc nous, on pense modestement que, d'abord, il faut faire son travail de façon humble, ne pas dire tu dois me faire confiance parce que je suis un média, donc voilà. Montrer qu'on est digne de confiance dans les méthodes, qu'on peut se tromper, qu'on peut essayer, et surtout donner accès à la complexité des choses. Aujourd'hui, en théorie de la désinformation, vous avez ce qu'on appelle le debunking. Le debunking, c'est je prends une fausse information et j'essaye de démontrer aux gens pourquoi elle est fausse. Debunking, c'est un mot anglais. On sait que ça marche très mal. Ce qui marche, c'est le pre-bunking, en fait. C'est-à-dire, en fait, de dire, de donner, en fait, à l'ensemble des gens qui vous regardent, j'allais dire, les moyens, à un moment donné, de ne pas se laisser emporter par les explications trop simples du complotisme possible. Mais votre question, si j'avais la réponse simple, s'il suffisait d'avoir une recette pour ça, mais c'est la question centrale. Mais de temps en temps, moi je suis perplexe et je prends ça très au sérieux. Je me dis c'est assez bizarre dans les interactions que j'ai avec des amis, avec des proches, parce qu'ils font confiance à des gens qui n'ont jamais vu, qui ne connaissent pas, qui à un moment donné sont présents sur les réseaux et disent tiens, on va te mettre une puce de 5G dans le nez si tu te fais vacciner. Mais qui a posté un truc pareil? Ah ben j'en sais rien, mais machin, je l'ai lu. Et en revanche, si un média dont c'est le métier, etc., ou même un médecin dit il n'en est rien, l'hôpital public, etc., dit rien, non. Puisqu'ils me le disent, j'ai pas confiance. Donc c'est assez bizarre parce que, en fait, la défiance envers les institutions, envers les médias est devenue tellement forte aujourd'hui qu'elle nourrit parfois la confiance aveugle dans des gens dont vous ne savez rien. Et encore une fois, moi je n'écarte pas ça d'un revers de main, je dis c'est le plus grand défi auquel on est confronté. J'ai fait confiance à Toto27, qui a posté le fait qu'on mettait, je ne sais rien de Toto27, qu'on mettait à un moment donné qu'il fallait prendre de l'eau de Javel pour éviter le Covid, et en revanche, si la santé, la PHP ou l'hôpital public dit voilà ce qu'il faut faire, j'ai de la défiance. Et donc encore une fois, cette défiance envers les institutions, qui peuvent être les médias, qui peuvent être l'hôpital, qui peuvent être l'université ou ailleurs, elle est aujourd'hui pour moi le plus grand défi auquel nos démocraties sont confrontées. Dans un autre registre, on va continuer sur un peu la question justement des réseaux sociaux. Ouais. La question aussi de l'attention des jeunes, de la désinformation, etc. Des jeunes ou des vieux. Hein. Oui, en 2019, vous publiez un livre, donc La civilisation du poisson rouge, qui traite justement des dérives, de la dérive des réseaux sociaux, de la question justement de la diminution du temps d'attention chez les individus. Une phrase très significative de la communauté. Donc, serions-nous devenus des poissons rouges vidés de notre être incapable d'attendre ou de réfléchir, reclus dans la transparence, noyés dans un océan de messages. Donc finalement, cette phrase, elle reflète justement cette question qui est centrale et qui est finalement bien réelle aujourd'hui.
Et justement, la vraie question, c'est est-ce que vous pensez que des médias comme Arte, ils peuvent contrebalancer cette tendance chez les individus? Est-ce qu'un média comme Arte, qui publie des formats longs, des formats intéressants, est-ce qu'elle peut contrebalancer cette tendance chez les jeunes justement de se refocaliser, de se reconcentrer? Encore une fois, chez les jeunes et chez les jeunes. Il n'y a pas d'immunité qui vient avec l'âge. Donc, c'est pas une question de génération. On est dans une école de commerce. Donc, on va pouvoir parler de modèle économique. Puisqu'en fait, votre question, elle tient au modèle économique du média. Il faut bien voir aujourd'hui, si vous voulez, que quand j'écris La civilisation du poisson rouge, et à un moment donné, je dis ce qu'on est en train de vivre. Parce que si vous regardez en gros les 30 dernières années de notre évolution numérique, il y a 3 étapes. La première étape, on va dire la constitution du réseau, donc 89, mais en réalité 94, quand on pouvait commencer à naviguer dans le réseau. 96, qu'on s'ouvre les premiers sites internet, les pages internet. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, vous avez vraiment une structuration d'un réseau, c'est-à-dire d'une interconnexion de tous les contenus possibles, on va dire ça comme ça. Donc, vous êtes sur l'idée de l'économie de l'accès. Tout d'un coup, on a accès à tout, parce qu'en plus de ça, comme il y a la numérisation du réseau, tous les contenus deviennent des fichiers. Et encore une fois, moi j'ai l'âge d'être votre père, comment dire, quand j'avais 16 ans ou 17 ans, chose qui vous paraît inconcevable, il pouvait m'arriver, moi je me souviens très bien qu'en cours de première, le prof de français nous avait parlé d'un film de Pasolini qui s'appelait Théorème, et j'ai dû attendre 9 mois avant de le voir. Parce qu'il était enfin repassé dans un cinéma, et encore j'habitais à Paris, enfin en région parisienne. Et donc on a parlé pendant 2 cours d'un film que personne n'avait vu, si ce n'est la prof, mais que personne ne pouvait physiquement voir. Évidemment, pour votre génération, c'est inconcevable. Le film, on le trouve, on le pirate, enfin, on ne va pas dire ça parce que je suis enregistré. On le trouve d'une façon ou d'une autre, on le partage, etc. On y a accès, mais l'économie de l'accès, parce qu'à un moment donné, tous les contenus deviennent des fichiers, et donc tout d'un coup, le réseau, ça interconnecte tout, etc. Et donc l'économie, c'est l'économie de l'accès, et les acteurs, médias ou autres, se posent la question de est-ce qu'on donne accès à tout le monde ou pas, et à quelles conditions. Et donc ils sont obsédés par le piratage, qui est l'accès non payant pour tout le monde. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à ne pas donner accès? Et ceux qui in fine, vont gagner dans l'économie de l'accès, c'est ceux qui vont dire il faut que je donne accès à tout, mais je vais faire payer pour. Donc les plateformes de streaming, à un moment donné, vous allez sur Spotify ou les autres plateformes, etc. Mais ça paraît inconcevable aujourd'hui. Pendant plusieurs années, vous avez des acteurs majeurs qui ont dit ah non, 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 je lutte contre le piratage, très bien, mais je ne donne pas accès à tout. Je continue à dire bah non, bah t'attendras 3 mois, 6 mois pour l'avoir, etc. Ce qui se passait en audiovisuel. Et puis après, vous allez voir, je réponds vraiment à votre question, est arrivé 2005-2006 avec l'invention, j'en parle dans mon livre, du téléphone portable et surtout du cell phone. Ça. Et vous avez tous vu la vidéo de la keynote de Steve Jobs qui dit tiens, j'ai inventé 3 trucs cette semaine. J'ai inventé un truc génial, c'est un espèce de téléphone où on peut écouter de la musique, on peut regarder des vidéos, etc. Super. Ah tiens, j'ai inventé un autre truc, c'est un truc qui permet d'avoir de l'internet permanent, et en plus de ça, j'ai mis tout ça sur un téléphone particulier, etc. Et en fait, en faisant tout ça, en inventant le cell phone, il invente un truc qui est la connexion permanente. Internet, quand moi j'en fais avec mes collègues entre 98, 99 et 2005, il y a des forfaits horaires. Vous connectez 30 minutes, 45 minutes sur Internet.
À partir de 2003, vous avez des forfaits illimités, mais c'est quand même des forfaits. Et surtout, vous n'avez pas Internet dans votre poche. Il y a le WAP, il y a tout ça, enfin il y a des technologies qui ne marchent pas. Quand vous inventez la connexion permanente, à un moment ou à un autre, forcément, vous changez de modèle économique. Et le modèle économique qui va rentrer à ce moment-là, qui va arriver en même temps, c'est le modèle économique de l'économie de la donnée. Donc on pourrait faire la démonstration, je l'ai faite dans un autre livre, mais l'économie de la donnée arrive. Et l'économie de la donnée, elle vient aussi parce que les grandes plateformes, à un moment donné, se disent « Tiens, c'est marrant, finalement, comme les gens sont en connexion permanente, je peux essayer d'avoir le même modèle économique qu'une télé ou une radio, c'est-à-dire vendre du temps de cerveau disponible, comme disait Patrick Lelay, le patron de TF1 il y a pas très longtemps. Mais l'économie de l'attention, c'est un mot, un concept qui est inventé par un universitaire en 1969, donc bien avant l'Internet, pour parler de la télé et de la radio. Et la télé et la radio, qui se financent par la publicité, ça se finance parce qu'à un moment donné, on passe du temps à regarder des programmes de télé ou des programmes de radio, quand on est financé par la publicité, et plus il y a de monde, plus il y a de monde, niveau d'audience, le plus longtemps possible, durée d'écoute, plus on est capable de leur vendre de la publicité, et mieux on gagne sa vie. Et donc, quand vous êtes une radio ou une télé payée par la publicité, vous avez intérêt à avoir le plus d'audience possible, chose que vous savez tous, le plus longtemps possible. Donc, quand vous dirigez une radio ou une télé privée aujourd'hui, qui se finance par la publicité, que ce soit TF1, M6 ou d'autres, votre métier, c'est de faire en sorte que les audiences et la durée d'écoute soient le plus longues possible pour vendre le plus de publicité possible, pour avoir le plus de chiffre d'affaires possible. C'est ça votre modèle économique, c'est l'économie de l'attention. À partir du moment où vous avez ce truc-là, vous savez, vous vous dites, tiens, si je vends des plateformes sur Internet, des services ou autres, les gens, ils ont leur portable tout le temps. Ils ont leur portable quand ils sont à Gênes, ici à l'école, dans le transport, ils ont leur portable chez eux, ils ont leur portable alors qu'ils sont en train de déjeuner en famille, ils ont leur portable alors qu'ils sont au cinéma en couple, ils ont leur portable même branché près de leur table de nuit et pas totalement éteint quand ils dorment. Vous avez déjà fait des stages, des alternances ou autres. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir une réunion dans une entreprise sans que les gens regardent leur portable alors qu'ils sont en réunion de boulot. C'est-à-dire que, chose inconcevable il y a quelques années, donc ils se disent, tiens, le marché de l'attention possible pour des gens qui ont un outil comme ça, c'est 24 heures. C'est pas les 3 heures passées dans votre salon à regarder la télé, ou les 45 minutes passées dans votre voiture quand vous allumez votre autoradio. Potentiellement, si je me démerde bien, il y a 24 heures. Et puis par ailleurs, quand vous vendez de la publicité, qui d'entre vous avez déjà un stage en publicité? Personne. Quand vous vendez de la publicité, dans une radio, dans une télé, j'allais dire à l'ancienne, vous vendez un agrégat d'audience. Donc vous vendez des cibles, mais des cibles agrégées. Donc la fameuse femme responsable des achats de moins de 50 ans quand vous êtes une grande chaîne de télévision privée. Ou les personnes entre 25 et 39 ans. Ou les jeunes actifs. Ou les vieux retraités. Ou tout ce que vous voulez. Vous vendez des cibles. Mais là, comme pour utiliser une plateforme, un réseau social, etc., vous donnez beaucoup de vos données. Vous les transmettez. Vous avez tous vu à un moment donné le tableau des données que Facebook sait sur vous. Énormément de choses. Vous allez commencer à dire, je ne vais peut-être pas vendre un agrégat d'audience, mais je vais vendre des individus, des cibles individuelles. Donc aujourd'hui, qui d'entre vous a déjà passé une pub Facebook? Comme annonceur. Si vous êtes une association, si vous avez une page professionnelle, vous pouvez acheter de la pub sur Facebook. C'est extrêmement simple. Vous pouvez dire, après, que ce soit complètement conforme à la réalité, c'est autre chose, mais vous pouvez dire, ben voilà, moi je ne voudrais que
les étudiants qui habitent Grenoble, qui ont entre 20 et 25 ans, qui sont en école de commerce et qui sont intéressés par le ski. Possible. On ne peut jamais faire ça avec un média classique. D'accord ? Etc., etc. Et donc à un moment donné, ce qui va se passer, si vous voulez, dans tout cet univers-là, c'est que l'économie de la donnée va prendre petit à petit le pouvoir, si on peut parler comme ça, sur le réseau, et qu'en réalité, à partir de 2006, se met en place toute une économie de l'attention, où en général, les réseaux sociaux, les grandes plateformes, etc., se finançant par la publicité, vont faire en sorte d'avoir le même objectif qu'une télé ou une radio classique. Je veux que tu passes le plus longtemps possible sur mon réseau. Je veux que vous soyez les plus nombreux possible, le plus longtemps possible sur mon réseau, mais avec des outils pour le faire qui sont d'une puissance bien supérieure à une télé ou une radio. Parce qu'ils vous connaissent individuellement, connaissent votre historique de comportement, votre identité, ils sont capables, avec un certain nombre d'outils, certains inspirés des neurosciences, d'autres du design, etc., petit à petit, à la fois de provoquer une certaine dépendance, ça je l'ai écrit dans la citation du poisson rouge, notamment la récompense aléatoire, etc., mais aussi de vous solliciter en permanence. Je raconte souvent cette anecdote, quand j'ai commencé à faire du numérique, les gens me disaient pas plus d'une alerte par semaine, parce que si vous faites plus d'une notification par semaine, les gens vont se lasser et vont se sentir envahis. On en a entre 70 et 100 notifications. Qui d'entre vous a arrêté ou a suspendu ces notifications sur portable? Quand vous êtes fatigué de votre portable, la chose à faire, c'est on arrête toutes les notifications, vous allez voir, c'est un sevrage très compliqué. C'est-à-dire qu'au début, vous allez vous dire, mais c'est pas normal, je ne suis plus sollicité, vous allez être en manque, mais au bout d'un certain temps, c'est très libérateur. Et donc, tout ça pour dire qu'encore une fois, l'économie de l'attention, elle hache de plus en plus notre temps, et c'est une économie qui est fondée sur notre temps. Et donc c'est une économie que certains universitaires américains appellent extractive, c'est-à-dire ça extrait vos données pour vous prendre du temps. Il est évident qu'à mon avis, quand vous êtes financé autrement, non pas par la publicité, votre enjeu n'est pas l'économie de l'attention. Votre enjeu, il est différent. Donc nous, à Arte, on a la chance d'être un service public, donc on n'est pas financé par la publicité et par l'économie de l'attention. Donc au lieu d'extraire du temps aux gens, de surhacher leur temps, on peut leur dire avec nous, on va essayer de ne pas être dans cette économie de l'extraction de votre temps, mais de vous donner du temps et de prendre du temps avec vous. Donc voilà comment on peut inverser. Mais tout ça est dû à un modèle économique. C'est-à-dire que si demain, l'État me disait maintenant on ne finance plus Arte, mais financez-vous par la publicité, nous serions contraints de rentrer dans cette économie de l'attention. Et donc, à nouveau, d'être en compétition pour le temps d'attention qui est le vôtre et pour le nombre de téléspectateurs que nous pouvons avoir. Après l'économie de l'attention, je pense qu'on a atteint le paroxysme de l'économie de l'attention aujourd'hui, et je pense que son poids va diminuer assez fortement parce qu'avec l'intelligence artificielle, on rentre dans une autre économie. Mais tout ça, c'est un modèle économique. Moi, je pense que, encore une fois, le cœur de ce qu'on vit d'un point de vue numérique n'est pas lié à la technologie, il est rendu possible par la technologie, mais il est lié au modèle économique que vous choisissez d'avoir. Du coup, on va passer aux questions du public. On a déjà une heure qu'on parle, on s'en est pas rendu compte. Si le public, c'est Monsieur, vous, il faut parler fort. Moi, je vais parler fort, j'ai l'habitude de parler dans ces articles puisque je suis prof ici. Ah, génial. Notamment sur le business model du numérique. Ah bon, bah alors, super. Tout en parlant lentement. En parlant. Fort mais lentement. J'ai une première question par rapport à la définition que vous avez apportée sur l'information. Un récit du réel qui est conforme à trois conditions, la vérification, l'institution indépendante et désintéressée, et l'engagement de la responsabilité. À aucun moment dans la définition d'information, vous avez mentionné le mot de fait.
Ah non, mais... J'ai pas eu de définition de ce que vous entendez par qu'est-ce que c'est un fait en fait. À partir de quand le récit? Non, non, quand je disais un récit, c'est un récit factuel. J'ai beaucoup parlé de fait ici. Le fait est central. Si vous voulez, le fait, c'est ce qui nous détermine aujourd'hui. On ne va pas revenir sur Hannah Arendt, mais ce qui nous permet d'avoir des opinions différentes, hein, c'est qu'on partage les mêmes faits. C'est parce que vous et moi, à un moment donné, on a la certitude qu'une chose est arrivée, et qu'elle est arrivée de cette façon-là. On peut avoir après une opinion différente, qui ne soit pas une guerre civile entre vous et moi, mais simplement dire, bah voilà, il y a des options différentes par rapport à une réalité factuelle. Mais le fait est absolument central parce que pour que le fait devienne information, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il faut une transformation. C'est que le fait n'existe pas en tant que tel, il faut qu'à un moment donné, le fait, pour qu'il devienne information, il faut qu'il y ait cette transformation-là. Mais bien sûr, récit du réel, pour moi, c'est une réalité factuelle, ça c'est clair. Et d'où ma question, Ouais. où est la frontière Entre une description neutre, qui n'existe pas de fait, et une information à part? Est-ce qu'il est possible de trouver cette frontière, ou à partir de quand une description factuelle devient une information? C'est une question philosophiquement vertigineuse, mais journalistiquement simple. C'est-à-dire que si je voulais y répondre comme philosophe, j'ai sans doute pas la compétence philosophique pour le faire, et on rentrerait forcément dans le fait que l'observateur lui-même change la nature du fait qu'il a observé. Forcément, d'une façon ou d'une autre. Et donc, philosophiquement, je serais sans doute incapable de répondre à votre question. Mais journalistiquement, la question, elle est très simple. C'est est-ce que ce truc a eu lieu ou pas? C'est, pardon, mais aussi bête que ça. Est-ce que ce truc a eu lieu ou pas? Qu'est-ce qui est aujourd'hui, après vérification, certain en termes de réalité factuelle? Après, ça ne va pas plus loin que ça. Mais c'est extrêmement important. Parce que, si vous voulez, c'est ce qui permet la base du récit informationnel. Ça a eu lieu, ça n'a pas eu lieu. C'est Pierre Nora qui disait que sans médias, un événement n'a pas lieu, entre guillemets. Parce qu'on n'en a pas la réception. Et donc, dans ce processus de transformation, en fait, le processus de transformation, c'est juste de dire, je vérifie si ça a eu lieu ou pas. Je me souviens, un très grand reporter de Libé, qui est plus de ce monde aujourd'hui, maniait le paradoxe en disant qu'un jour, il avait discuté avec son rédacteur en chef, et son rédacteur en chef lui avait dit, et c'est évidemment une boutade, « Toi, tu es suffisamment stupide pour être un grand journaliste. » Alors il dit, au début, je suis vexé, évidemment, et en même temps, il finit par comprendre ce que l'autre veut lui dire. C'est-à-dire que l'autre veut lui dire que quand tu vas dans un endroit, tu laisses l'événement te dicter sa loi. Donc les faits te dicter leur loi, d'une certaine façon. Tu n'y vas pas avec la volonté de reconstituer quelque part ou de trouver devant toi les preuves d'un récit que tu as déjà élaboré par ta propre intelligence, ta propre culture ou ta propre sensibilité au préalable. Tu te laisses dicter ça par l'événement, par le fait simple. Merci déjà, et j'aimerais conclure juste sur deux points. Le premier, c'est que je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait à France Culture, sur la chaîne 77 la TNT, qui est assez incroyable. Vous êtes un des rares à savoir que ça existe, merci beaucoup. Et est-ce qu'on reverra Trax sur Arte France? Alors, ça, c'est juste une boutade. Non, c'est pas une boutade, parce que c'est intéressant. Non, moi d'abord, comme je vous ai dit, je pense qu'on doit rendre des comptes au public. Enfin, rendre compte. Donc, on va parler de Trax. Et après, je vais poser les autres questions. Trax, c'est une émission
D'abord un qui existe toujours. Oui, sur la version X sur YouTube, et c'est super bien. Ça s'écrit, Trac. Et après, la question qu'on s'est posée à un moment donné, c'est est-ce que vous pouvez faire évoluer quelque chose? Pas Traquel, mais Trac. Trac, c'est une émission qui est née au départ dans un univers analogique où il y avait très peu d'intermédiaires, et Trax visait à parler des marges, en disant marge culturelle, au sens global du terme. Et c'était donc une émission sur les marges. Et à un moment, on s'est dit, le directeur éditorial Maurice Razon, moi aussi, le producteur, on s'est dit, mais aujourd'hui, il n'y a plus de marge et il n'y a plus de centre. C'est-à-dire que dans l'univers numérique, le positionnement culturel, il est totalement différent. Vous ne pouvez pas dire ce truc est marginal, ce truc est central. Parce qu'en fait, non, laissez-moi. Parce qu'en fait, vous êtes toujours le centre de quelqu'un. Et donc, vous êtes toujours la marge de quelqu'un aussi. Et donc, comment faire de Trax, à un moment donné, un récit adapté à ce moment-là, à ce qui se passe? On l'a fait évoluer. Et après, effectivement, en le faisant évoluer, il y a des changements qui ont lieu. Comme toujours, il y a des changements d'équipe qui peuvent avoir lieu, parce qu'à un moment donné, les gens vous disent bah, non, moi je ne suis pas confortable avec cette chose-là. Faire un média aussi à un moment donné, c'est faire des choix. Et faire des choix, c'est vous décider de ce que vous arrêtez pour faire naître quelque chose. Par reprendre le mot de l'évangile, il faut que quelqu'un meure pour que quelqu'un naisse. Bah, faire un média, c'est ça à un moment donné. Vous dites j'arrête ça pour pouvoir promouvoir ça. Et faire évoluer des choses aussi, en disant rien n'est intangible à un moment donné, je fais évoluer. On peut avoir raison, on peut se tromper, ça peut être bien, ça peut être mal vécu par d'autres. Mais voyez, voilà, donc oui, Trax, on l'a fait évoluer. On l'a fait évoluer aujourd'hui en plus, en faisant évoluer, vous avez bien compris, c'est-à-dire que vous avez parlé du canal 77. Le canal 77, c'est la plateforme d'Arte qui est disponible sur la TNT en plus. C'est-à-dire que nous, on a voulu pas seulement la rendre disponible par l'OTT, ce qu'on appelle l'over the top, ou par les box, ou par tout ça, ce qu'on fait aujourd'hui, mais ça c'est si on faisait de la stratégie média, on pourrait parler, nous on a une stratégie d'omnidistribution. Parce que, allez, faisons une stratégie d'entreprise. Quand vous êtes un média aujourd'hui, pour ceux d'entre vous, si vous voulez travailler dans la vidéo, quand vous êtes un média aujourd'hui, vous êtes confronté à deux choses. Investir dans l'univers numérique. Investir sur, entre guillemets, vos contenus, sachant qu'il y a de plus en plus de contenus, de plus en plus chers, de plus en plus divers, etc. Et investir dans votre reach, c'est-à-dire le nombre de personnes que vous êtes capable de toucher. Le choix qu'on a fait, nous, c'est on va mettre tout sur les programmes, au sens large du terme, pour bâtir un univers de marque référent, et comme ça, tout le monde aura envie de nous distribuer. Et on n'aura pas à investir lourdement dans le reach. Parce que je ne peux pas mener deux guerres en même temps. Je n'ai pas les moyens. Et donc, en clair, politique en médias, là, si vous voulez une grille de lecture, toujours. Politique affinitaire ou politique de puissance. Il faut choisir votre camp. Vous ne pouvez pas faire les deux. Donc nous, on a clairement choisi d'avoir une stratégie affinitaire. Donc stratégie affinitaire, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont envie de nous distribuer. Donc on est distribué par MyCanal, on est distribué par TF1+, on est distribué... Qui aurait dit il y a 5 ans que TF1 demanderait à nous distribuer, France Télé demanderait à nous distribuer, MyCanal demande à nous distribuer, Molotov demande à nous distribuer, etc. Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, il faut bien voir aussi vers où, à un moment, le centre de gravité d'Arte s'est repositionné. Moi, je suis arrivé chez Arte il y a 10 ans, vous l'avez dit, j'étais au board directeur éditorial, et clairement, la présidente de l'époque, qui était Véronique Kella, elle m'a fait venir dans une idée aussi qu'on allait... Arte était déjà présent dans l'univers numérique avec du replay, c'était un TF+7, mais qu'on allait franchir un cap supplémentaire. Et donc aujourd'hui, vous avez la chaîne, vous avez la plateforme, arte.tv, dont j'ai parlé, et vous avez les chaînes sociales, 28 millions d'abonnés quand même sur YouTube. Donc on est extrêmement puissant sur les chaînes sociales. Et d'ailleurs, vous avez parlé de Trax sur YouTube. Mais Trax, c'est aussi sur la plateforme.
Aujourd'hui, sur la plateforme arte.tv, vous avez 65% des trucs qui ne sont pas passés à la télé. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien voir le centre de gravité où on l'a fait dans ce qu'on appelle la plateformisation, où on l'a fait bouger. Et vous avez sur YouTube, aujourd'hui, on est extrêmement puissant, certes, dans des docs qui sont aussi passés à l'antenne, mais là, dans le top 15 YouTube qu'on regardait en début de semaine, on avait 5 magazines qui sont faits uniquement pour ça. Des magazines qui peuvent s'appeler Le dessous des cartes l'essentiel, qui peuvent s'appeler Les idées larges, qui peuvent s'appeler etc. etc. Et c'est des magazines qui ont été faits pour ça. Trax en fait partie. Et donc si vous voulez aujourd'hui, peut-être dernière chose à dire, parce que j'élargis trop votre question, mais si certains d'entre vous veulent travailler encore une fois dans l'univers des médias, on ne propose jamais un média, ça n'existe pas. Ce que vous proposez, c'est toujours une expérience. Et une expérience, pour moi, ça se définit par un triangle. C'est le contenu, le programme, peu importe comme vous l'appelez, l'interface d'utilisation et le contexte d'utilisation qui est fortement corrélé au device, c'est-à-dire à l'outil. Et à chaque fois que vous changez un de ces éléments du triangle, vous changez l'expérience, et donc vous changez entre guillemets le produit, le média, peu importe comment vous l'appelez. Donc vous pouvez en changer le prix aussi. Et donc un contenu, pour moi, il peut être entre guillemets gratuit à l'intérieur d'une certaine expérience et payant dans une autre expérience. Ce n'est pas le contenu lui-même qui est gratuit ou payant de façon intrinsèque. Et donc il faut bien voir, nous on propose des expériences. Au minimum 3, mais on en a plus que ça, comme vous le savez, parce qu'on est sur Twitch depuis très longtemps maintenant. On fait du jeu vidéo indépendant, on fait de la réalité mixte, la réalité augmentée, on fait tout ce genre de choses. On fait des podcasts depuis 2002. Moi, j'y étais pas encore à Arte. Arte a inventé le podcast avant même que le mot existe. D'accord ? Et donc, on fait tout ça, on fait tout ça. Et donc, à chaque fois, il faut vous dire ça. L'idée, c'est je propose une expérience. Et donc, cette expérience est satisfaisante pour les gens qui me regardent. Et après ça, chaque expérience a sa propre sociologie. Donc, évidemment, l'expérience va vous amener un certain type de public. D'abord, l'âge. Évidemment, l'expérience de la chaîne linéaire aujourd'hui, elle est beaucoup plus âgée pour des raisons évidentes. C'est qu'une chaîne linéaire, c'est soit l'événement, mais moi je n'ai pas les moyens avec Arte, soit le rituel, la familiarité, l'habitude. Eh bien, quand on a plus de 60 ans, on est un être qui est beaucoup plus d'habitude que quand on a 22 ou 23 ans. Où on aime bien vivre plein de choses nouvelles, que la vie arrive. Et donc, voilà. Et donc, si vous voulez, en clair, ce que vous devez proposer comme bibliothèque, ou on va dire de bundle de produits, ou de bouquet de produits, ça n'est pas de dire j'ai plusieurs façons d'être distribué, le net, l'internet, les chaînes sociales, la chaîne linéaire, surtout pas. C'est de dire, c'est même pas de dire je propose plusieurs usages, c'est bien d'avoir en tête je propose plusieurs expériences. Et donc à partir de quel moment cette expérience est satisfaisante? Et vous le savez tous, vous regardez tous des films sur votre portable, vous regardez parfois des films sur le téléviseur connecté, et vous allez tous au cinéma voir des films. Eh bien, un même film sur ces trois supports-là, c'est pas la même expérience. Et vous n'irez pas avec les mêmes personnes, pas avec la même attente, et vous ne serez pas prêt à y consacrer le même argent. Voilà. C'est pas la même expérience, alors que c'est le même film. Il y a une nouvelle de Borges, faisons un peu de littérature, quand même, mais chez Arte. Donc, il y a une nouvelle de Borges qui s'appelle Don Quichotte, auteur du Ménard. Pierre Ménard, auteur du Quichotte. Et qui raconte l'histoire d'un gars qui s'appelle Pierre Ménard, qui au XXe siècle écrit mot pour mot le Don Quichotte de Cervantes. Sauf qu'il l'écrit dans un autre contexte, il le propose d'une autre façon, et la réception ne sera pas du tout la même. Et donc, au total, l'œuvre n'est pas du tout la même, alors qu'elle est rigoureusement la même, au mot près. Et le génie de Borges, parce que Borges était un génie, c'est d'avoir compris dès le début qu'en fin de compte, ce qui fait à un moment donné une œuvre, c'est l'expérience qu'elle propose et le cadre dans lequel. Si demain,
et le cadre dans lequel vous apportez. Quand moi j'étais correspondant du Monde au Chili, il y avait un musée qui était extraordinaire, qui était un musée des reproductions. Et donc vous aviez un musée où vous aviez, grosso modo, toutes les plus grandes œuvres de la peinture mondiale. Vous aviez évidemment la Joconde, des Rembrandt, enfin, c'était des copies, quasiment parfaites. Et pourtant, on n'avait pas l'impression, vous voyez, de vivre la même expérience que si j'avais été au Louvre, ou si j'avais été au Rijksmuseum, ou si j'avais été à Florence. Parce que vous-même, vous apportez quelque chose dans la valorisation que vous faites de votre propre expérience. Donc voilà. Donc en gros, on est dans l'économie de l'expérience. Mais dans aucune de ces économies de l'expérience, on est soumis au modèle économique de l'attention. Monsieur. Ah pardon, madame après. Non, monsieur. non, mais après. Ouais, monsieur. Merci. Bonjour, merci pour la conférence. Ma question est la suivante. Dans quelle mesure la gratuité de l'information va influer sur sa qualité? Et je pense ça selon deux axes. Premièrement, l'axe de la rémunération du journaliste, tout simplement. Et deuxièmement, l'axe de la qualité en tant qu'article. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant, si on va sur le compte Instagram du Figaro, on va avoir un post avec 3 lignes, puis un lien pour aller voir l'article payant en commentaire. Mais l'information que la plupart des gens vont avoir, ça va être juste les 3 lignes. Et dans quelle mesure est-ce que ça va influer sur la qualité de la compréhension aussi du lecteur? Alors j'adore votre question, mais je vais y répondre parce qu'on est en école de commerce. Et on est en école de commerce, donc en théorie, vous connaissez la différence entre coût, prix et valeur. On est d'accord. Or, il me semble, et ne m'en voulez pas, que votre question, quand vous m'avez dit le prix de l'information, mélange un peu coût, prix et valeur. Ne le prenez pas mal. J'essaie de faire ma démonstration. Et on va arriver après, et après je vais parler du modèle économique. La première chose, est-ce que l'information a un coût? Et votre question c'est intuitivement, est-ce qu'on peut dire que plus elle est qualitative, plus elle coûte cher à faire? Je vous dis, sans aucun doute, je l'ai dit tout à l'heure, l'information est un processus de transformation. Il y a eu à un moment donné vérification, engagement de responsabilité, etc. Et donc, oui, imaginez qu'on puisse créer, fabriquer une information à coût zéro ou à coût extrêmement réduit est une illusion. L'information, ça coûte cher. Et moi, au comité de pilotage des États généraux, on a regardé, on ne peut pas dire que malgré toutes les technologies, malgré tout ce qu'on est, vous ayez une baisse substantielle ces dernières années du coût de fabrication d'une information à qualité constante. Vous avez, comme partout, du low cost, du machin, tout ce que vous voulez, mais à qualité constante, j'observe pas que les économistes, je ne suis pas moi-même, se disent, ben voilà, depuis 20 ans, produire une information à qualité identique coûte 2 fois, 3 fois, 4 fois moins cher qu'avant. Peut-être avec l'IA demain, etc., j'en sais rien. Mais comme de toute façon, ça nécessite un processus de transformation humain, de vérification ou autre, ça c'est la première. Ça c'est pour le coup. La valeur. La valeur de l'information, on va dire que la valeur de l'information, c'est la valeur que vous, en utilité du consommateur, vous allez accorder à quelque chose. Okay. Quelle est la valeur de... Vous avez appris ça en premier cours de microéconomie. Le problème de l'information, quand on parle de sa valeur, et ça c'est et c'est en cela que l'information se rapproche d'une certaine façon de ce qu'on pourrait appeler un bien public, et se rapproche sans être identique à un bien public. Le problème
problème de l'information, c'est qu'elle a, entre guillemets, deux utilités. Il y a l'utilité individuelle que vous lui prêtez. Ça m'est utile, moi je suis prêt à payer. Qui paye ici chaque jour pour s'informer? De façon en s'abonnant ou etc. Qui ne paye pas? Pour rappel, à GEM, ils ont accès à peu près tous les journaux qui existent dans le monde. Donc, mauvaise question. Mais bon, qui, quand vous serez sorti diplômé de GEM, après une cérémonie des diplômes inoubliable, et que vous rentrerez dans la vie active, qui se dit, évidemment, je paierai pour m'informer? Et qui se dit, j'en aurais vraiment pas besoin de payer pour m'informer. Je n'ai pas dit que je n'aurais pas besoin de m'informer. Il y a une courageuse, bravo madame, mais qui ose dire ça. Et qui a le courage de le dire, à mon avis, vous êtes beaucoup plus nombreux à le penser. Mais quand on fait les statistiques, en tout cas. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a deux utilités dans l'information. Il y a l'utilité individuelle, le prix que je suis prêt à payer. Et on s'aperçoit ces dernières années que malgré tout, quand on fait des études économétriques ou des sondages, eh bien, pour beaucoup d'individus, cette valeur diminue. Pour trois raisons. La première, ce que j'appelle l'illusion, c'est, je finis toujours par le savoir, avec les réseaux sociaux, les machins, les bidules, etc. Voilà. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la fatigue informationnelle. Et puis, putain, il y a trop de trucs, c'est trop compliqué. Franchement, je serais presque prêt à payer, vraiment pour ne pas être informé, parce que je serais tranquille. Facteur qui se développe à toute vitesse aujourd'hui dans les sociétés occidentales, on en reparlera après, mais ça se développe à toute vitesse, d'accord? Donc la première raison, c'est voilà, la valeur associée. Et la troisième c'est finalement, j'allais dire, cette compréhension générale du monde, c'est que finalement, le nombre d'informations qui m'est utile, il se restreint. Je veux les trucs qui me sont seulement mes centres d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire avant, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe au Bhoutan, j'aimerais savoir en ce moment comment ça se déroule au Yémen, qu'est-ce qui se passe exactement à la frontière mexicaine, etc. Ben, aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire, ben non, simplement, ce qui m'intéresse au bout. Voilà. Donc ça, c'est l'utilité individuelle du consommateur. On a l'impression, dans la valeur qu'individuellement on associe à l'information, ça a tendance à diminuer. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais il y a ce défi-là pour les gens. Bon. Le problème, ou le cœur de l'aspect informationnel, c'est que l'information, c'est une utilité collective, ce qu'on appelle en économie une externalité. Et que celui qui en parle le mieux, c'est Jürgen Habermas, qui est un philosophe allemand, très âgé aujourd'hui, mais toujours très lucide, qui, dans sa théorie de l'espace public, a dit bah, l'information, justement parce que ça nous permet de partager la même réalité factuelle, ça permet de construire ce qu'il a appelé lui l'espace public, ça nous permet d'être en désaccord sur une même réalité factuelle. Donc de vivre ensemble dans le même monde en n'étant pas d'accord. Et c'est ce qui permet la démocratie et le débat. On n'est pas dans des réalités parallèles. On est dans la même réalité, mais on a des opinions différentes, des objectifs différents, et c'est la démocratie. Et donc, l'information, parce que ça structure l'espace public en mettant en avant un certain nombre de grandes problématiques, ce qu'on pourrait appeler philosophiquement parlant des controverses, en disant, ben voilà, une société démocratique aujourd'hui en France, il y a 5, 6, 7 questions centrales autour desquelles on va se positionner politiquement et autour desquelles la compétition électorale va parler pour dire, ben voilà, les options. Ça permet l'espace public. Et donc ça a une utilité, une externalité, qu'on pourrait appeler, que nous en tout cas aux États généraux d'information on n'a pas hésité à parler, d'externalité démocratique. C'est-à-dire que le fait que les citoyens et les citoyennes soient informés, ça renforce, structure et permet la démocratie. Et ça, c'est une externalité extraordinairement pour laquelle vous, je, moi, ça, nous, individus, on s'en rend peut-être pas compte et on n'est peut-être pas prêt à payer pour ça. Et c'est bien pour ça que dans quasiment l'ensemble des pays démocratiques, vous avez des aides à la presse
ou à un moment donné des médias audiovisuels publics. Parce qu'on se dit, attention, le marché n'est pas capable d'internaliser cette externalité. Donc on va devoir, à un moment ou à un autre, la redistribuer pour compenser ça. Le problème aujourd'hui, ce qu'on est, c'est qu'on a l'impression, parfois, je suis plus positif, je me dis, il y a quand même eu les états généraux d'information en France, que même les pouvoirs démocratiques ne se rendent plus compte de cette externalité. Ils sont de moins en moins prêts à contribuer à cette externalité. En disant oh, que le marché se démerde. Et donc c'est ça le moment où on est. Donc la valeur, ça pose un vrai problème. Le prix, évidemment, comme vous le savez, c'est la rencontre entre un coût et une valeur associée et le prix d'équilibre. Donc aujourd'hui, le modèle économique de l'information de qualité, il est pris entre, et vous n'auriez pas dû poser l'action, je suis intarissable sur le truc, il est pris entre deux paradoxes. Ou en tout cas, deux problèmes. Le premier, c'est que pendant très longtemps, vous avez eu de l'information de qualité gratuite, audiovisuel public, mais par ailleurs, quand vous vous informez sur TF1, c'est de l'information de qualité. C'est gratuit. Quand vous informez, je ne parle pas de médias publics sur France Inter ou sur France Culture, mais quand vous informez sur RTL, c'est quand même de l'information de qualité. Et c'est gratuit. Et donc vous avez eu ce moment à un moment donné, et je vais aller même plus loin, quand il y a encore 15 ans, vous achetiez le New York Times, le prix que vous payez du New York Times, c'était juste le prix du papier et de l'impression. La rédaction, elle était payée par la publicité. C'était, attention, hein, pas d'ambiguïté, c'est pas les publicitaires qui payent les journalistes. Je veux dire, c'est le chiffre d'affaires publicitaire qui permettait de financer le coût de production de cette information. Et donc, le fait qu'à un moment donné, l'information ait été financée en partie ou de façon intégrale par l'économie de l'attention, ancienne manière, moi j'appelle ça une parenthèse enchantée, qui naît en 1875 et va mourir en 2006. Mais ça a eu lieu. Et donc, le prix, de temps en temps c'était payant, économie de l'adhésion, de temps en temps c'était mixte, avec une forte économie de l'attention dedans, parce que la publicité contribuait fortement, et de temps en temps c'était totalement gratuit, économie de l'attention. L'économie de l'attention a été totalement captée, enfin à 80%, pardon, aujourd'hui par les réseaux, les plateformes et autres, etc., ce qui a totalement déséquilibré le financement de l'information. Et donc aujourd'hui, le problème que vous avez, c'est soit vous restez dans l'économie de l'attention et vous allez vers le low cost total, d'autant plus qu'il y a une loi microéconomique qu'on vous a appris. La loi microéconomique qu'on vous a appris, c'est si vous pensez qu'à un moment donné, sur les plateformes et les réseaux, vous êtes pratiquement en concurrence pure et parfaite. Quand en concurrence pure et parfaite, le coût marginal du consommateur supplémentaire est égal à 0, le prix de vente tend vers 0. Donc en réalité, vous avez aujourd'hui, sur l'école de commerce, j'en profite, aujourd'hui, si vous voulez, vous avez une tendance lourde à, si vous êtes en économie de l'attention, et moi, je considère que je suis prêt à payer, en réalité, je ne devrais pas le dire là, parce que moi, peut-être parce que j'en viens, mais j'adore le mot, je le lis, la matinale, machin, etc. Je sais combien je paye pour mon abonnement, mais en réalité, si demain, ils augmentent le prix de l'abonnement de 30-35%, voire même de 40%, j'ai les moyens, je suivrai. Tout le monde ne suivra pas, il y a une élasticité forte. Et moi, je peux faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire un monde à un moment donné où, finalement, vous n'avez qu'une petite partie de la population qui est encore informée de façon qualitative, parce qu'elle est la seule en capacité de payer un prix qui n'est plus soutenu en partie, soit par l'économie de l'attention, la pub, soit par les aides ou ailleurs. Eh bien, le paradoxe monstrueux, c'est qu'en surfant à plein sur l'utilité individuelle d'un petit nombre d'individus, vous faites baisser ou vous détruisez l'utilité collective de l'information et donc son soutien démocratique. Ça ne veut pas dire que les médias ont tort d'aller dans des médias, dans des modèles d'abonnement. Je n'ai pas dit ça.
C'est-à-dire que ce soit, on parlait du Monde, ou si vous prenez, tout à l'heure j'ai pris les deux exemples de Mediapart et d'Opinion, de leur point de vue, ils ont raison. Mais du point de vue de la société et du pouvoir politique, il faut faire en sorte que tout le monde puisse être informé de façon qualitative, de façon importante. Voilà. Donc, prix, valeur, coût, je vous ai un peu répondu sur les trois. Donc après, le modèle du Figaro, qui est de dire, je ne devrais pas dire un truc, le modèle du « tu veux en voir plus, tu payes », qui est quand même le modèle que vous avez décrit. Hein, tu veux plus de 3G, il faut payer. Oui, vous avez raison. Ça met une barrière, ce qu'on appelle un paywall, ça met une barrière. Du point de vue de l'acteur économique qu'ils sont, c'est rationnel. Et c'est sans doute même nécessaire. Du point de vue de l'utilité sociale, s'il n'y a pas une compensation à un moment donné pour faire en sorte que la grande partie de la population soit informée de façon qualitative, sans forcément devoir payer un abonnement onéreux, ça va un problème. Là, j'ai assommé tout le monde va l'écouter au secours. Mais non. Moi, je serai brève et je vous remercie de venir à Grenoble, sachant que vous allez peut-être aller à Lyon et que vous parlez de tout ceci pour nous rendre prudents. Donc, ma question, c'est, et je vous remercie, vous n'êtes pas obligé d'y répondre parce que, je veux dire, je ne sais pas s'il y a une réponse. Mais je suis une ancienne philosophe et j'ai fait un petit peu d'anthropologie. L'importance de notre temps, vous nous avez averti avec les fake news, c'est que nous sommes dans l'époque du crétois qui nous dit « tous les crétois sont menteurs ». Bon, en plus je dirais que vous nous rendez prudents vis-à-vis de cette séduction du discours de la logorée en continu, de tout ce nouveau système, là, ce système qui s'entretient lui-même. D'où nécessité d'inventer un numérique à la française, comme en parlait M. Macron, contrairement à ce qu'on pensait. J'ai entendu, j'ai bien sa voix, ce n'était pas un fake news de sa voix, ni ChatGPT, il a dit qu'il fallait inventer, et il appelait les savants à la rescousse, alors il y aura peut-être les moyens, un numérique à la française. Car vous nous faites remarquer qu'il y a une pollution numérique. Là, j'ai rien inventé, j'ai lu les journaux et j'ai mis un petit peu devant moi des tas de choses. Donc il y a une pollution numérique. Il y a aussi un danger d'aliénation, car les internautes sont pistés à leur insu de leur plein gré, puisqu'ils suivent. Et puis qu'il y a... Non, ça fait beaucoup quand même, c'est pour ça que je... Donc il y a aussi un risque pour l'histoire, car il y a un livre chez les éditions Fabre, Les écrits s'envolent, la problématique de la conservation des archives numériques. Charles Keschemetti et Lajos Cormandy. Donc il y a, je suis brève, ça fait déjà un moment que je parle, pardonnez-moi. Donc il y a un risque pour l'histoire, car il y a la vérité des faits, mais construire des archives numériques, si les écrits s'envolent alors qu'ils devaient rester avant, que faire? Et c'est le casse-tête des archivistes. Alors, première question. Parce que vous savez, j'ai 79 ans. Et comme le dit l'artiste, pas toutes mes dents, mais à mon âge, c'est normal. D'où nécessité d'inventer. J'ai fait un peu de pub, alors bon. Mais maintenant, je suis à la retraite. Il y a nécessité d'inventer un numérique à la française, première question, car il y a une pollution numérique. Et il y a un danger d'aliénation pour notre vérité et notre liberté. Les internautes sont pistés à leur insu, d'où, Monsieur le Président, inventer un numérique à la française pour être libre, si on lit un jour. Il y a un risque pour l'histoire. Numérique à la française, pollution numérique, il y a un danger d'aliénation et risque pour l'histoire, sachant que dans le Figaro, dépendance des enfants aux écrans, signal d'alarme. Et ensuite, non mais j'essaye de lire un peu. Non mais je ne vous prends pas votre temps, pardon. Non. C'est la planète, version féminin du 20 au 26 juin 22, la pollution numérique, si vous voulez, je vous photocopie l'article, je le laisse à j'aime. C'est quoi? Voilà. Et puis le reste, vous nous avez tout dit dans le livre. Et puis il y en a 5 autres de vos livres. Plus les préfaces et les... Et vous avez fait un numéro superbe sur la croix, sur le numérique. Et je retrouverai les références, vous les donnerez.
Et vous avez été rédacteur en chef de ce numéro de la Croix. Donc vous êtes un des journalistes privilégiés. Non, est-ce que je suis privilégié? Oui. Enfin non, mais c'est des observations. Je peux difficile. C'était pas des questions. Oui, oui, c'est vrai. Pour répondre très rapidement à deux choses. La première, c'est sur la numérique à la française ou ailleurs. Moi, je pense en tout cas que il y a deux choses qui nous apparaissent aujourd'hui très fortement. C'est que une règle de base que l'histoire nous enseigne, c'est que quand vous n'avez pas la maîtrise de votre outil de distribution ou de diffusion finale, vous n'avez pas la maîtrise du message que vous portez. Et donc ce qui est assez étonnant, mais ce qui est compréhensible, c'est que les pays européens, la France, etc., on a effectivement la Silicon Valley a inventé des interfaces formidables, des produits formidables, et on s'est dit, bon, c'est pas très grave, on régulera, ce qui nous permettra de les contrôler. C'est oublier deux choses, que la régulation, c'est toujours, à un moment donné, le résultat d'un équilibre ou d'un déséquilibre politique. Et la deuxième chose, c'est qu'encore une fois, si vous regardez bien l'histoire des médias, et même si vous remontez à 1455, la question du dernier centimètre, qui maîtrise le lien final, le dernier centimètre avec le public, avec l'homme ou la femme qui regarde les choses, est toujours apparu comme une question absolument centrale. Et quand, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil national de la résistance se dit comment éviter, comment faire en sorte de... Il prend deux décisions en réalité. La première décision dans le domaine de la presse, c'est qu'il dit, bon, désormais, la diffusion et distribution de la presse, on va l'encadrer par la loi, mais surtout, on va exproprier, à l'époque, ce qu'on appelait les messageries achètes pour en faire une coopérative, pour faire en sorte que la distribution ne soit pas totalement contrôlée par une entreprise privée. Et la deuxième chose, c'est la création de l'audiovisuel public, ou son renforcement, et en Grande-Bretagne, renforcement de la BBC qui existait déjà, etc., en disant, bon, on va être sûr de maîtriser ça. Et on n'a pas du tout prêté cette attention-là dans l'univers numérique. Et quelquefois, moi, quand je rencontre des gens, des politiques, je dis, c'est comme si, et on est tous coupables de ça, hein, c'est comme si à un moment donné, on s'était dit, bon, bah, finalement, c'est Elon Musk qui va distribuer le courrier physique, et c'est pas grave. Sauf qu'à un moment donné, Elon Musk, il peut décider à qui il distribue le courrier ou pas. Vous n'avez plus votre souveraineté sur... vous avez beau dire, j'écris des lettres, mais si elles ne parviennent pas, ça ne sert à rien. Ou s'il avait dit, je contrôlerai les autoroutes, il n'y a aucun problème. À un moment donné, il vous dit, voilà, telle voiture passe, telle voiture ne passe pas. Et donc, quand on parle des questions de souveraineté, la souveraineté sur la distribution et diffusion, elle est très importante dans la souveraineté sur la production et les contenus. Parce que l'une ne va pas sans l'autre. C'est ce que je crois. C'est en tout cas ce qui est débattu. Autre chose, puisqu'on arrive vers la fin, pour revenir avec le réel. Moi, je pense que on n'a pas parlé beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, par rapport à l'information ou ailleurs, trois choses sur l'intelligence artificielle. Vu qu'on pourrait en parler des heures. Pour ceux qui font de l'information et pour les médias, il va falloir réfléchir à un modèle économique qui était lié à votre exposition. Mon article est exposé, mon programme, mon documentaire est exposé à un modèle qui soit aussi contributif. Mon modèle a contribué à comment je me rémunère sur cette contribution-là. La discussion que vous avez en ce moment en France, elle tient à deux choses. Elle tient parce que notre droit d'auteur, vous savez, il est différent du copyright parce qu'il comporte deux volets. Un volet qui est proche du copyright, qui est ce qu'on appelle le volet patrimonial. Vous avez écrit un livre, vous touchez des droits d'auteur. Droit patrimonial, pas de problème. Vous avez fait un documentaire, vous touchez des droits d'auteur. Droit patrimonial. Mais il y a ce qu'on appelle aussi le droit moral.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez écrit un livre, ben, il y a quelqu'un qui ne peut pas publier un truc en prenant des outils, même en vous payant. Vous avez le droit de dire ça, je ne veux pas qu'on fasse ça de mon œuvre, c'est mon droit moral. Je ne veux pas qu'on la publie là, je ne veux pas qu'on fasse ça, c'est mon droit, ce que le copyright ne permet pas. Et aujourd'hui, dans les discussions qu'ont les journalistes, les auteurs, etc., vis-à-vis de l'intelligence artificielle, il y a se dire, bah, moi je veux qu'on me demande mon autorisation avant de servir à ce qu'on appelle la fouille ou l'entraînement des IA, un truc dérivé du droit moral, et puis je vais être rémunéré si à un moment donné, ce que j'ai écrit, ce que j'ai fait, ce que j'ai tourné a servi à contrer. D'accord. Mais maintenant, si vous vous mettez, et ça on est d'accord, et c'est la grande réinvention du modèle culturel en général. Si vous faites des sons, si vous faites des images, si vous faites des textes, hein, si vous voulez faire ça comme métier, vous allez être confronté à ça. Maintenant, la deuxième chose du point de vue de nous, utilisateurs, ou des expériences qu'on va avoir, je lisais justement quand j'étais dans le train tout à l'heure pour venir vous voir, les dernières études qui montrent qu'il y a une baisse maintenant tendancielle des requêtes dans les moteurs de recherche et à la place, utilisation. Qui utilise ChatGPT comme moteur de recherche ici? Levez bien la main. 2, 3, 4, 5, 6. Une petite moitié. Vous pensez honnêtement que c'est aussi fiable que Google Search? Et pourquoi vous le faites? Pardon? C'est plus rapide. C'est plus rapide. J'essaie pas de vous culpabiliser là. C'est de comprendre. Autre réponse, pourquoi vous le faites? La rapidité aussi, parce que ça donne parfois des actes de recherche. Au dépend de la fiabilité. Si on lui demande par exemple des mots-clés ou des choses comme ça. Mais au dépend de la fiabilité. Pour le même, ouais. Surtout que ça offre des réponses synthétiques sur des questions simples. Après, vous avez des moteurs qui arrivent sur des trucs plus contextuels. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez déjà anticipé, alors même que c'est pas fiable, mais c'était la même chose au début des moteurs de recherche. Moi, je me souviens très bien, puisque j'ai l'âge que j'ai, quand les moteurs de recherche sont arrivés, quand le tout début des moteurs de recherche sont arrivés, ils étaient épouvantablement peu fiables. Et donc on avait tous comment dire, fait cet axe-là. On disait, bah, il y a les bases de données, moteurs de recherche de bases de données qui sont très fiables, et les moteurs de recherche sur Internet qui sont très puissants. Et ce qu'on a vu à l'époque, et je terminerai par ça, c'est l'ensemble, y compris moi, hein, l'ensemble de la population allait dire, je prends un moteur de recherche peu fiable qui me donne un résultat de recherche en 5 secondes, à l'époque, ou 4 secondes, ou même 5 nanosecondes, plutôt qu'un moteur de recherche sur une base de données qui va mettre 12 minutes, c'était ça à l'époque, pour trouver une recherche. Et donc, je privilégie la rapidité au dépend de la fiabilité. Et qu'est-ce qui s'est passé in fine? Les moteurs de recherche